Une plante, immobile, silencieuse, normale. Et pourtant, elle tend un piège. Elle attire, elle capture, elle digère. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de l'évolution à l'état pur. On a tous vu une plante carnivore au moins en photo. La Vénus attrape-mouche qui claque ses mâchoires, le Serracini avec son urne remplie de liquide, le Drosera avec ses filaments brillants comme des gouttes de rosée. Fascinant, un peu inquiétant et souvent mal compris. Parce que la vraie question, ce n'est pas comment elles font ça, c'est pourquoi. Pourquoi une plante qui peut faire de la photosynthèse, qui peut convertir la lumière du soleil en énergie, aurait-elle besoin de manger des insectes ? La réponse est à la fois simple et vertigineuse. Et elle dit quelque chose de profond sur ce que la vie est capable de faire quand elle est poussée dans ses retranchements. Tout commence par une terre ingrate. Les plantes carnivores poussent presque toutes dans des milieux extrêmes, des tourbières acides, des marais gorgés d'eau, des sols pauvres, lessivés, où les nutriments essentiels ont depuis longtemps été emportés par les pluies. Et parmi ces nutriments, il en manque un en particulier, l'azote. L'azote, c'est la brique de base pour fabriquer des protéines, pour construire des tissus, pour grandir. Une plante sans azote, c'est comme un chantier sans matériaux. Les plants sont là, l'énergie est là, mais on ne peut pas construire. Or, dans ces sols-là, les racines ne trouvent presque rien. Alors l'évolution a trouvé autre chose. Si le sol ne donne pas les nutriments, qu'est-ce qui en contient beaucoup ? Les animaux. Les insectes, les araignées, les petites créatures qui grouillent autour. D'après les sources, les plantes carnivores ne mangent pas des proies pour leur énergie, elles font toujours leur photosynthèse, elles restent des plantes à part entière. Ce qu'elles vont chercher dans une mouche ou une fourmi, ce sont les briques chimiques que le sol ne leur donne pas, l'azote, le phosphore, les minéraux rares. C'est un véritable braquage nutritionnel. Élégant, précis et redoutablement efficace. Ce qui est fascinant, c'est que ces plantes ont inventé plusieurs stratégies de chasse complètement indépendantes, apparues à des endroits différents sur la planète, par des espèces qui n'ont aucun lien entre elles. L'évolution a trouvé les mêmes réponses à des milliers de kilomètres de distance. Le piège à mâchoire d'abord. C'est la Vénus attrape-mouche. L'intérieur de ses feuilles porte de petits poils. Si un insecte en touche 2 en moins de 20 secondes, le piège claque. Pas par hasard. Ce double déclenchement évite que la plante ne referme ses mâchoires sur une goutte de pluie ou un grain de poussière. Elle fait la différence. Le piège à huant ensuite. Les Sarracini et les Nepenthes forment des feuilles en forme de coupe remplies d'un liquide digestif. L'insecte est attiré par des couleurs et des odeurs. Il se pose sur le bord qui est glissant, il tombe. Les parois sont conçues pour que la proie ne puisse pas remonter et les enzymes dans le liquide font le reste. Le piège collant du Drosera, lui, est peut-être le plus beau visuellement. Ses feuilles sont couvertes de filaments rouges qui portent chacun une goutte de mucus brillant. On dirait de la rosée au soleil. Un insecte s'y pose, attrapé par la colle, et les filaments se referment lentement autour de lui. Le piège à aspiration. L'utriculaire, une plante aquatique, possède de minuscules bulbes qui créent un vide interne. Quand une proie frôle les poils déclencheurs, le bulbe s'ouvre, aspire l'eau et la proie en une fraction de milliseconde. L'un des mouvements les plus rapides du règne végétal. 4 stratégies, 4 façons d'être un chasseur, sans jamais avoir de pattes, d'yeux, ni de mâchoire au sens animal du terme. Il y a un mot que les botanistes utilisent pour ces plantes, mixotrophe. Ça veut dire qu'elles combinent 2 modes d'alimentation. La photosynthèse d'un côté, comme toutes les plantes, la prédation de l'autre, pour compléter ce que le sol ne donne pas. Ce n'est pas une monstruosité de la nature, c'est une réponse, une adaptation évolutive à un environnement difficile apparu plusieurs fois de façon indépendante sur tous les continents. D'après les sources, les chercheurs ont identifié plus de 700 espèces de plantes carnivores dans le monde. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que la carnivorie est apparue au moins une dizaine de fois de façon indépendante dans l'arbre du vivant. Des familles de plantes sans aucun lien commun ont toutes trouvé la même solution au même problème. C'est ça qui est vertigineux, ce n'est pas un accident. C'est l'évolution qui dit, dans cet environnement précis, avec ces contraintes précises, chasser est la meilleure stratégie disponible. Et il y a même des plantes presque carnivores, des espèces qui attirent et piègent des insectes.
récupèrent leur déjection pour les nutriments, mais sans les digérer directement. C'est une forme intermédiaire, comme si on pouvait observer l'évolution, en train de tâtonner vers la carnivorie complète. La prochaine fois que tu verras une plante carnivore, ne la regarde pas comme une anomalie. Regarde-la comme une réponse, une solution trouvée sur des millions d'années à un problème très simple. Comment grandir quand le sol ne te donne rien? Elle a gardé la photosynthèse, elle n'a pas renoncé à être une plante, elle a juste ajouté une corde à son arc. Elle est verte comme une plante et chasseresse comme un prédateur. Ce mélange-là, il n'a l'air de rien dans un pot sur un rebord de fenêtre. Mais dans le fond, il représente l'une des inventions les plus improbables et les plus belles que la vie n'ait jamais produites. La vie ne se plaint pas de son environnement, elle s'adapte, toujours. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà pensé à utiliser une plante carnivore pour te débarrasser des mouches chez toi? Et n'oublie jamais, savoir, c'est cesser d'être un étranger face à l'immensité.